allez, on y va. C'est y part. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des partenariats refusés. Le principe est simple, c'est que je retourne dans ma boîte mail, dans mon onglet partenariats refusés, et on regarde tous ensemble de quoi il s'agit, et on se pose la question de pourquoi est-ce que j'ai refusé. Et bien souvent, ça nous amène à discuter de tout un tas de sujets fort intéressants, si je peux dire. Je suis toujours très contente de faire ce genre de vidéo parce que ça me permet d'instaurer de la transparence. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez à quel point la transparence, c'est quelque chose que je considère comme essentiel, à vrai dire, dans une relation. Dans une relation évidemment avec les gens que vous côtoyez tous les jours, mais aussi dans une relation de marque consommateur. J'ai envie que les marques, notamment les marques de mode, mais les marques de n'importe quoi qui peuvent nous vendre quelque chose, à vrai dire, qu'elles instillent davantage de transparence. Je suis quelqu'un dont le message demande beaucoup de transparence et donc ça me paraît normal d'essayer d'en insuffler moi aussi davantage de la transparence entre moi et vous. Et peut-être que ça peut permettre aussi de débloquer certains tabous, puisque voilà, le métier de créateur de contenu sur Internet, c'est un métier qu'on commence à peine à connaître et à réglementer. Donc voilà, on commence à être un petit peu habitué avec la mécanique. Mais pour autant, il subsiste quand même pas mal de tabous, pas mal d'opacité. Et moi, il me semble que pour une relation soit saine, il faut dialoguer, il faut communiquer. Et je trouve que c'est du coup important de revenir sur les partenariats que j'ai refusés. Ça vous permet de mieux comprendre comment je fonctionne et ça vous permet aussi de mieux comprendre la valeur des partenariats avec lesquels je décide de travailler. Je crois que c'est la 3e édition des partenariats refusés. Et si vous avez vu les 2 précédentes, vous savez aussi que il est possible que vous fassiez de chouettes découvertes dans ces vidéos-là, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que moi, Céline de Is No Good, je décide de refuser un partenariat que vous l'auriez refusé si vous étiez à ma place, parce que évidemment, il y a des choses qui vont me parler et pas à vous, et inversement. Et je suis d'ailleurs toujours très curieuse de vous lire dans les commentaires, de lire vos avis sur qu'est-ce que vous auriez fait vous à ma place. Petit rappel d'ailleurs, mais n'hésitez pas à liker la vidéo si vous passez un agréable moment avec moi et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Je commence avec le premier partenariat, HelloFresh. Je pense que si vous êtes familier des vidéos YouTube, vous êtes familier du concept HelloFresh. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept assez malin où en début de semaine, vous choisissez parmi, quelques recettes qui vous donne envie, et puis vous recevez 2 ou 3 jours après les exactes quantités et ingrédients dont vous avez besoin pour faire ces recettes-là. Ça permet de gagner du temps, de pas avoir à faire ses courses soi-même, mais aussi évidemment de pas avoir à peser, de pas avoir à se demander mais qu'est-ce que je vais faire comme recette avec ce qui me reste dans le frigo. Non, en fait, vous avez directement tous les ingrédients dont vous avez besoin, sous-pesés avec exactement les bonnes quantités pour cuisiner. Le concept est assez malin, mais moi j'ai refusé parce que ça ne correspond pas du tout à ma façon de vivre et à ma façon de cuisiner. Puisque nous, David et moi, depuis des années, on ne cuisine plus de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'une recette et on achète des ingrédients. On faisait ça au tout début, parce que je suppose que c'est comme ça que nos parents faisaient. Moi, toute ma vie, j'ai vu ma mère essayer de se faire des listes pour la semaine de plats qu'elle allait faire. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu. Et puis, en découler ensuite la liste des courses à faire. Mais ça va faire très longtemps qu'avec David, on a un petit peu révisé cette façon de faire. Aujourd'hui, on va au marché ou au magasin bio et on achète ce qui est disponible, les fruits et les légumes qui sont en ce moment de saison et disponibles. Et en fonction de ce qu'on trouve, de la qualité des légumes et des fruits qu'on va trouver, on établit à ce moment-là des recettes. Donc c'est-à-dire qu'on s'adapte à ce qu'on trouve. Depuis qu'on vit à Hérisseil, on a découvert plusieurs fermes en permaculture qui livrent des box de légumes. Donc nous, de manière hebdomadaire, on reçoit une box pleine de beaux légumes qui ont poussé juste à côté de chez nous. Donc de la même façon, on va adapter nos recettes, adapter nos plats de la semaine en fonction de ça. Donc voilà, on a plutôt la logique inverse de ce que propose HelloFresh. Mais c'est aussi qu'on y accorde davantage de temps, puisque je suppose que HelloFresh s'adresse avant tout à des personnes qui n'ont pas envie de se prendre la tête à réfléchir à qu'est-ce que je fais comme recette avec tout ça ?
C'est sûr que ça demande, à mon avis, davantage de temps d'adaptation. Ça demande de l'inventivité, de se creuser un petit peu la tête pour varier avec ce qu'on a, alors que là, avec HelloFresh, vous avez des recettes qui sont déjà sous vos yeux, il n'y a plus qu'à choisir les photos et ce qui vous fait le plus envie. Mais c'est un temps qu'on a envie de prendre, tous les deux, parce qu'on considère tous les deux que ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on mange, c'est presque la chose la plus importante qu'on va faire de la journée, finalement. Choisir ce qu'on va manger, puis le cuisiner, y mettre un petit peu d'amour, un petit peu de gomasio, d'huile d'olive, enfin vous voyez, ça fait partie des choses qu'on considère comme importantes. Et donc on choisit d'y accorder ce temps. Mais après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est que y a évidemment plein de situations où, en tout cas à un moment donné dans sa vie, on n'est pas du tout en capacité de pouvoir se dire je décide de dédier le temps de la cuisine, je décide de m'y dédier parce que c'est important. Évidemment, quand on est avec des petits bambins qui nous prennent tout le temps qu'on a, on n'a pas forcément le temps de cuisiner des bons petits plats. Si on est dans une période où on est harassé de travail, pareil, évidemment, il y a des situations où on n'a pas du tout le temps de s'octroyer le temps de cuisiner, évidemment. Et c'est pour ça que ce genre de solution, ça peut être intéressant. Mais au-delà de ça, moi, il y a d'autres choses dans ma démarche éthique qui me refroidissent un petit peu vis-à-vis de la démarche d'HelloFresh. C'est par exemple que on n'est pas sur des légumes qui sont forcément tout le temps bio, voire même je sais même pas s'il y a des légumes bio tout court. Or ça pour moi c'est vraiment essentiel, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, c'est-à-dire soutenir une agriculture qui soit paysanne, si possible en permaculture, mais en tout cas qui ne dégrade pas la terre en utilisant des engrais, des pesticides, etc. Ça c'est vraiment une ligne directrice que je suis depuis, je sais pas, plus de 10 ans en tout cas. Je crois qu'il y a une certaine démarche de s'approvisionner en local, mais voilà, je ne suis pas sûre qu'elle soit systématique par exemple. Je ne suis pas sûre non plus qu'on soit tout le temps sur des légumes de saison. Par exemple, je me demande si on ne trouve pas des tomates en plein hiver. Donc voilà, c'est pas du tout un truc qui s'adapte en tout cas à mon quotidien, à ma vie, à mes choix, mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Je comprends par contre complètement que ça s'intègre dans la vie d'autres personnes, parce que je trouve que c'est un système qui est quand même assez malin et qui répond à mon avis, et c'est pour ça que c'est un concept qu'on retrouve dans énormément de partenariats sur YouTube. Enfin, je sais pas vous, mais moi je vois ce partenariat très souvent. C'est parce que ça s'intègre dans la vie de personnes qui ont des vies très remplies, qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner, mais qui trouvent ce temps justement parce qu'elles ont tous les ingrédients à portée de main. Peut-être que même ça leur permet de cuisiner davantage que d'habitude, ça leur fait gagner du temps, et en parallèle, elles mangent varié, et puis c'est bon. Alors, second mail, là je suis sur une proposition de partenariat avec une marque de maroquinerie qui s'appelle Basile Paris. On me dit dans le mail que ce sont des sacs à main en cuir qui sont confectionnés à la main en Italie dans le respect d'un savoir-faire familial et artisanal. On va aller faire un petit tour rapide sur le site, dans leur onglet à propos, pour voir ce qu'ils disent, même si moi j'ai évidemment déjà mon opinion qui est forgée. Vous l'aurez compris, c'est partenariat refusé, le titre de la vidéo. Dans la page à propos, il y a beaucoup de blabla sur l'histoire de la marque, qui sont les fondateurs, etc. Mais il y a rien à se mettre sous la dent concernant toute la démarche éthique et responsable qui se trouve derrière cette marque de maroquinerie. On sait juste qu'ils font fabriquer leurs sacs en Italie. Ils ont l'air, dans leur petit texte, ils expliquent qu'ils connaissent très bien ce pays-là. Et ils nous parlent de l'excellence du savoir-faire de leurs artisans maroquiniers italiens. Mais on ne sait pas où c'est, on n'a pas d'image, et surtout aussi pas de certification. Pas de certification sur le cuir, on ne connaît même pas son origine, mais on aurait pu par exemple avoir un label Ecotex, puisqu'il y a un label spécial Ecotex qui vient labelliser le cuir et notamment sa toxicité, puisque le cuir reçoit énormément de traitements avec des produits chimiques qui sont parfois extrêmement dangereux, dont le traitement même n'est même pas autorisé en Europe. C'est des traitements qui sont faits en Asie, bien souvent, mais bon, les produits sont quand même vendus en Europe après ça. On connaît pas non plus, comme je vous le disais, l'origine du cuir, si ça se trouve il vient d'Amérique latine. Là, on nous parle d'une confection en Italie, mais est-ce que le cuir est européen ou est-ce que ça vient de l'autre bout du monde? On ne sait pas non plus. En fait, moi, ce qui me gêne à nouveau, c'est le manque de transparence. On n'a pas d'informations. Après, bon, moi, vous le savez, je ne porte pas de cuir de première main, donc c'était plié pour moi. Si vous voulez plus de détails là-dessus, sur un petit peu mon cheminement de pensée à propos de tout ça, à propos des produits d'origine animale, etc.,
Je vous mettrai une vidéo que j'ai faite, il me semble, en décembre dernier, donc qui date pas d'il y a si longtemps. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Donc voilà, pour moi de toute manière c'était plié, je ne porte pas de cuir de première main, donc évidemment que je ne vais pas vous présenter une marque qui travaille le cuir. Cela dit, je sais que certains parmi vous, et d'ailleurs je serais ravie de vous lire à ce sujet, je sais que certains parmi vous vont penser que c'est dommage parce que vous, avec vos choix, vous acceptez de porter du cuir de première main et vous avez totalement le droit, bien sûr, si c'est étayé par un choix conscient et documenté. Et en plus, si vous avez vu la vidéo dont je viens de vous parler, vous comprenez aussi que c'est un choix que je trouve sensé, quelque part, vous pouvez vous dire que c'est dommage parce que du coup, vous qui avez envie de consommer du cuir mais qui soit éthique et responsable avec des marques qui ont une super démarche, moi je vous en parle pas, donc où est-ce que vous les trouvez? Comment est-ce que vous en sortez finalement? Moi, ma solution à ça, c'est d'avoir créé le générateur de marquises. C'est un outil qu'on a créé il y a un paquet d'années avec David, je dirais, je sais pas, au moins 5 ou 6 ans. En général, je dis que c'est un moteur de recherche de marques de mode éthique puisque c'est une sorte de formulaire que vous remplissez avec toutes vos attentes. Donc quel est votre budget, le type de vêtements que vous recherchez, où est-ce que vous avez envie que ce soit fabriqué, le matériau, etc. Vous expliquez un petit peu tout ce que vous recherchez. Ça mouline et ça vous propose un choix, donc c'est 12 par 12 parce que j'avais pas envie, ou 16 par 16 d'ailleurs, je sais plus, j'avais pas envie de vous sortir une espèce de masse de marques comme ça, donc il faut relancer à chaque fois, mais voilà, ça vous propose par paquet de 16 des marques qui sont susceptibles d'avoir la pièce que vous cherchez. Et évidemment que dans ce générateur de marquises, j'ai enregistré toutes les marques qui font des efforts. Enfin, c'est un outil que je mets à jour de manière perpétuelle et très régulièrement depuis du coup 5 ou 6 ans depuis son existence. Donc évidemment qu'il n'y a pas toutes les marques puisque je suis sans arrêt en train d'en rajouter et d'en enlever aussi à chaque fois qu'une marque ferme. Mais toutes les marques qui vont proposer du cuir et qui vont le faire bien, elles sont dans ce générateur de marquises. En fait, c'est ma façon à moi de soutenir des marques qui vont dans le bon sens, mais que moi, juste en tant que Céline, avec forcément son cahier des charges personnel, son histoire, ses croyances et tout un tas de choses que moi, je ne soutiens pas forcément, ou en tout cas avec lesquelles j'ai pas forcément envie d'associer mon image et qui je suis. Le générateur de marquises, c'est un petit peu mon compromis qui permet de donner un petit coup de pouce à tout le monde, alors aux marques mais aussi à vous, pour que vous puissiez les trouver, ces marques-là, sans être constamment en train de me poser la question de est-ce que je dois accepter ce partenariat alors que ça ne me correspond pas complètement. Au moins voilà, ça me permet d'être tout le temps constamment aligné, tout en vous donnant les outils à vous et que vous puissiez les utiliser comme vous voulez. Voilà, donc pour cette marque, Basil, selon moi, il y a un manque cruel de transparence. Je ne sais pas d'où vient le cuir, je n'ai pas plus d'informations que ça sur le fournisseur, le fameux artisan en Italie. Vous savez que Dior, là, ils viennent de se faire épingler parce que ils travaillent avec un fournisseur qui emploie de la sous-traitance avec des employés illégaux. Et il y a quelques semaines, c'était Giorgio Armani qui se faisait carrément condamner par un tribunal italien pour les mêmes raisons. Parce qu'il avait affaire à des ouvriers à un moment donné sur sa chaîne de production qui travaillaient dans des conditions absolument catastrophiques, sans papier, etc. Donc c'est pas parce qu'on travaille en Italie ou en Europe, même en France, que les ouvriers qui sont sur nos chaînes de production travaillent dans de bonnes conditions. Ça, je vous le répète à chaque vidéo décryptage, et c'est pour ça que j'exige constamment de la transparence, des preuves en fait, parce que un simple discours, juste un simple mot, fabriqué en Italie, ça ne veut pas dire fabriqué dans de bonnes conditions. Et à nouveau, pas d'informations non plus sur le traitement du cuir, alors que c'est un des enjeux principaux. Vraiment, voilà, si vous voulez consommer du cuir, c'est vraiment les deux choses auxquelles il faut faire attention. Quels ont été les traitements qu'a reçu ce cuir-là? D'où vient-il? Et puis évidemment tout ce qui va être la chaîne de production et les conditions de travail tout du long. Ah, un autre mail qui va vous intéresser, je pense, parce que je reçois quand même régulièrement des questions à ce sujet. C'est une collaboration qui m'était proposée avec la marque Lily Silk. Et ça va rejoindre un petit peu finalement les conclusions que j'ai eues pour la marque Basil, vous allez voir. Bon, déjà moi, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est quand on s'adresse à moi, qu'on me dit voilà bonjour, je travaille pour Lily Silk.
et que on prend pas la peine de me détailler la démarche RSE qu'il y a derrière la marque, c'est-à-dire quels sont les efforts qui font que potentiellement, moi, Céline de Is No Good, je pourrais être intéressée de mettre en avant. Parce que les partenariats que je vous propose, moi depuis le début, il y a quand même un fil conducteur, c'est que je juge que ce sont des démarches qui valent vraiment le coup d'être soutenues. Pas forcément des produits, mais vraiment des démarches. Il y a des produits, par exemple, que je vais utiliser dans mon quotidien, que je trouve super. J'ai pas forcément d'idée en tête. Là maintenant. Par exemple, si mon micro, je le trouve super. Le problème, c'est que il n'a absolument rien d'éthique ou d'éco-responsable. Donc je ne vais pas accepter un partenariat pour ce micro, par exemple, vous voyez, ou même pour la marque qui fabrique ce micro-là. Parce que l'existence même d'Is No Good, elle est là pour mettre en avant des démarches que je juge intéressantes et importantes pour construire un monde meilleur, si je peux dire, sans ressembler à un bisounours. Peut-être que le jour où il y aura une marque qui fera de super micros et qui fera attention aux composants, qui fera attention à la capacité de réparation de ses produits, qui ne misera pas sur l'obsolescence programmée, qui fera attention aux chaînes de production et aux conditions de travail de ses ouvriers, peut-être que là, oui, j'accepterai je me dirais même peut-être que c'est une bonne idée d'en parler. Mais sans cet engagement, ça ne s'inscrit juste pas dans ma raison d'être sur internet. Et donc là dans ce mail, je n'ai pas d'informations finalement sur ce que c'est Lily Silk. Bon après je suppose qu'ils partent du principe que je sais, comme à nouveau, si vous regardez fréquemment des vidéos YouTube, je pense que vous les avez déjà vues passer parce que ça fait partie des partenariats YouTube qu'on voit pas mal. On va aller regarder leur site, tiens. Donc Lily Silk, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de la soie. C'est vraiment c'est leur credo principal. C'est une marque qui vend de la soie, du prêt-à-porter, mais aussi, il me semble, des oreillers, des draps, des choses comme ça. Attendez. Oui, maison. Ouais, voilà, de la literie en soie biologique. Donc là, vous voyez, on est sur la page principale et je vois déjà jusqu'à 50% de promo pour des soldes. Bon. Voilà, si vous êtes des habitués des vidéos décryptage, vous savez que moi c'est le genre de truc qui met un petit peu la puce à l'oreille, ce genre de grosses soldes comme ça. Plus le fait qu'il y a des pop-up sans arrêt, voilà, là par exemple les frais de retour sont offerts, j'ai eu d'autres trucs comme ça en flash, là par exemple abonnez-vous à la chaîne WhatsApp pour 15% off, les soldes d'été, moins 45% sur le deuxième article, vente flash, moins 30% et de retour, enfin voilà, ça n'arrête pas. Bon, de manière générale, de toute façon, je ne porte pas, comme le cuir, de soie de première main. Pourquoi ? Parce que la soie, ça se produit à partir du cocon d'un ver qu'on trouve la majorité du temps en Asie, mais bon, on en trouve, je sais qu'on en trouve en Afrique aussi, peut-être même en Amérique latine. Pour fabriquer la soie, la pratique conventionnelle, c'est de récupérer les cocons alors que les vers sont encore dedans, parce qu'on n'a pas forcément le temps d'attendre qu'ils sortent de là, évidemment, et de les ébouillanter pour en tirer le fil de soie. Grosso modo, c'est presque ça. C'est une matière qui est donc naturelle. Vraiment, la production ne nécessite pas beaucoup d'énergie, ne nécessite pas d'intrants chimiques. C'est vraiment une matière naturelle. C'est une matière qui est très belle, très noble. Moi, c'est pour ça que d'ailleurs que je précise que je n'utilise pas de soie de première main. C'est parce que je suis toujours très heureuse quand je trouve en friperie par exemple une pièce en soie, parce que je sais ce que ça demande en plus. Mais sachez voilà que la soie, pour être produite, ça demande d'ébouillanter des êtres vivants qui n'ont rien demandé. Et donc la filière soie, quelque part, exploite et met en culture, si on peut dire, des cycles de vie d'êtres vivants. Donc moi je suis extrêmement gênée par ça, et c'est pour ça que voilà, je n'achète pas de soie de première main. Je sais, comme la dernière fois dans la vidéo où je parlais justement des matières animales, que certaines personnes ne comprenaient pas et disaient que c'était la même chose finalement de consommer de première main et de seconde main. Moi je ne pense pas, parce que clairement si vous mettez un petit peu le nez sur les chiffres de tous les vêtements qui sont déjà produits à l'heure actuelle, je peux vous dire qu'on peut arrêter aujourd'hui de produire de la soie en fait, et chacun d'entre nous pourra avoir une belle pièce en soie de seconde main
et puis c'est bon. Enfin, il n'y a pas besoin de continuer à en produire. Donc non, quand on soutient uniquement la seconde main, ça ne s'inscrit pas du tout dans le même cercle de production. Mais encore une fois, je comprends aussi qu'on n'ait pas du tout envie de porter sur soi des choses qui nous renvoient des images qu'on n'a pas envie de soutenir, enfin des images ou même une philosophie, une démarche, enfin c'est aussi quelque chose que je comprends et que je respecte d'ailleurs. À savoir qu'il existe des soies qui sont cruelty free, c'est-à-dire qu'on attend que les vers sortent des cocons pour les utiliser. Le truc c'est que évidemment, vous pensez bien, c'est une soie qui coûte beaucoup plus cher, hein, c'est comme ça. Mais ça existe. Donc là, qu'est-ce que je vois? J'ai cliqué sur les différents onglets là sur le menu. Et il n'y a absolument pas d'onglet à propos ou qui puisse m'expliquer la démarche. J'ai vraiment pas d'infos. Alors parfois c'est tout en bas, à propos de nous. Donc toutes les soies ne sont pas égales, donc eux ils insistent vraiment sur le fait que leur soie est de très bonne qualité. Bon. Ça, il n'y a pas de label, il n'y a pas de choses qui puissent nous le garantir, on ne peut que finalement acheter un produit et puis en faire l'expérience. D'ailleurs, si vous avez fait déjà cette expérience-là, on serait, je pense, ravis de vous lire, je pense que je ne serai pas la seule. Oui, c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il parle, là vous voyez, de la soie de mûrier. Pourquoi est-ce que je dis que c'est drôle? Parce que c'est joué sur les mots. En fait, la soie, ça ne vient pas d'un arbre, ça ne vient pas du mûrier, pas comme, je sais pas, le coton vient d'une plante, le lin c'est une plante, etc. Là, la soie c'est produit à partir du bombix du mûrier, qui est donc un insecte, qui fait des cocons qui sont donc, comme on le disait, ébouillantés pour produire de la soie. Donc c'est quand même un peu jury jaune. Il précise quand même que la soie est certifiée Ecotex. Donc bon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Là, il précise que les fibres naturelles sont dégradables. Elles ne prennent que 1 à 5 ans pour se décomposer, ce qui est 50 fois plus rapide que les matières synthétiques. Alors, en théorie, c'est vrai, mais il faut jamais oublier les traitements que reçoivent ces fibres. Évidemment, de la soie ou du coton, c'est par essence quelque chose de naturel et à quoi vous ne rajoutez pas d'intrants chimiques. Donc oui, c'est fait pour se dégrader. Mais en fonction de ce que vous allez en faire, des teintures que vous allez lui mettre, en fait, la dégradation peut être extrêmement toxique pour le sol ou les eaux dans lesquelles ça va se retrouver. En fait, ça va vraiment dépendre des traitements que vous mettez dessus. Donc, il faut faire toujours attention à ce genre de discours, en fait. Oui, une fibre complètement naturelle, c'est propre et c'est fait pour se dégrader, parce que c'est issu de la terre, mais en revanche, il faut faire attention à ce qu'on met dessus, parce que sinon ce discours-là ne tient plus. Alors là, par contre, il y a un truc que je comprends pas, les mûriers ont besoin de moins d'eau que le coton pour pousser, et ils ne sont pas aspergés de pesticides pour protéger le sol. C'est quoi ce délire? Alors, c'est une phrase qui est certainement vraie. Certainement que les mûriers ont besoin de moins d'eau et de moins de pesticides. De toute façon, si vous suivez souvent mes vidéos, vous savez que le coton, c'est une plante qui est extrêmement consommatrice d'eau et de pesticides. Ça, d'accord. En revanche, à nouveau, la soie, ça n'a aucun rapport avec la plante mûrier. Sauf que on peut s'imaginer évidemment que si l'insecte s'appelle le bombix du mûrier, on peut imaginer que bien souvent il se trouve sur des mûriers, même si à mon avis ça se trouve sûrement sur d'autres plantes, mais peut-être disons que dans les cultures de soie, peut-être que ce sont des mûriers qu'on cultive pour avoir les bombix dessus. Mais bon, il faut pas exagérer quoi. On dirait qu'on essaye de noyer un petit peu le poisson, d'oublier un petit peu cet insecte qui pourtant est vraiment la matière première pour faire de la soie. Il me manque, moi, les informations sur la chaîne de production. Où est-ce que c'est fabriqué, par qui, dans quelles conditions. Moi, je ne trouve absolument rien sur le sujet. Comme c'est de la soie, on peut supposer que ça se passe en Chine. C'est quand même le pays de la soie par excellence. Mais voilà, dans quelles conditions, dans combien d'ateliers, est-ce que ce sont des ateliers qui sont audités, est-ce que l'équipe Lily Silk est allée voir par elle-même, est-ce que c'est des fournisseurs qui font appel à la sous-traitance, à quoi est-ce qu'on peut se rattacher quoi, parce que là il y a vraiment rien, à nouveau pour moi ça manque cruellement de transparence. Si on clique par exemple sur une fiche produit, est-ce que c'est écrit à ce moment-là? Peut-être. On revoit le label Ecotex Standard 100, donc ça bon, déjà c'est pas mal, hein. Ça veut dire que les produits qu'on achète ne sont pas toxiques et à nouveau bon, ça paraît être un minimum, mais ce n'est pas un minimum garanti loin de là, donc c'est bien. Non.
Il n'y a vraiment pas d'informations sur le lieu de fabrication. Rien du tout. Pour moi, en plus de tout le reste, ce manque de transparence, ce serait évidemment rédhibitoire. Alors, mail suivant, celui-ci c'est pour un partenariat avec la marque Saint-Algue. Nous aimerions te faire découvrir la gamme Respect avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc méfiez-vous déjà, hein, première chose, de cet argument d'origine naturelle. Alors, si ce n'est pas accompagné d'autres arguments, d'autres preuves, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir une composition vraiment nulle, voire dangereuse pour la santé, qui soit avec 97% d'origine naturelle. Ça ne veut rien dire. J'ai mon mail sous les yeux. En fait, je disais que la démarche générale de la marque n'était malheureusement pas assez engagée pour s'intégrer dans ma ligne éditoriale. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que là, par exemple, on va aller regarder, il y a cette gamme Respect, donc, de Saint-Algue, qui sont... ils m'écrivent d'ailleurs pour vraiment cette gamme-là, parce qu'ils ont repéré que c'était évidemment mon affinité. En revanche, moi évidemment dans mon analyse pour savoir si oui ou non je vais accepter le partenariat, je vais analyser la démarche globale de la marque, puisque imaginez Is No Good faisant un partenariat par exemple avec H&M Conscious. Non. Allons voir chez Saint-Algue du coup. Et là directement, on tombe justement sur la gamme Respect, 97% d'origine naturelle. Alors, voir nos produits. Découvrez les nouvelles gammes bio Saint-Algue. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment labellisé bio? Je pense que oui quand même, parce que oui. C'est labellisé EcoCert avec le référentiel Cosmos Organique. C'est un excellent référentiel, vous pouvez vous y fier. Quand vous voyez des produits qui sont certifiés de cette façon-là, vous pouvez y aller. Je sais qu'il y a des extrémistes qui sont pas d'accord avec ça, qui poussent encore l'analyse plus loin, et ils ont raison, parce que moi qui aime l'analyse et moi qui aime pousser l'exigence, je trouve que c'est important. Mais moi en tout cas, dont le principal cheval de bataille, ça va être l'industrie de la mode, je sais à quel point avoir un label général comme ça, auquel on puisse autant se fier, c'est quand même une chance folle, parce que ça n'existe pas dans l'industrie de la mode, ça. Donc en fait, il est quand même ultra fiable. Alors bien sûr, on peut contester certains ingrédients et le fait que on puisse avoir ce label avec même des formulations qui soient plutôt vides finalement. Ça ne garantit pas des formules qui soient riches en actifs, qui soient riches en ingrédients naturels et pas d'origine naturelle, donc vraiment en huiles essentielles, etc. Ça ne garantit pas ça. Donc on peut, même au sein des cosmétiques validés par ce label-là, on peut trouver de la nuance. Et il y en a même beaucoup, je dirais. C'est pour ça qu'il existe d'ailleurs d'autres labels. Je pense par exemple à Nature et Progrès, qui est beaucoup plus exigeant en termes de démarche globale. Donc voilà, si vous voulez vraiment un label auquel vous fiez, vous pouvez chercher celui-là, mais il est beaucoup plus rare. Mais sachez que si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, on y revient, hein, ce fameux temps, ce fameux espace mental qu'on décide de consacrer ou non, sachez que c'est quand même un cahier des charges assez strict et exigeant, et que ça vous assure de ne pas trouver les principaux ingrédients controversés aujourd'hui en cosmétique. Donc voilà, on est sur une gamme avec Respect qui est certifiée bio. Donc si vous allez chez un coiffeur qui aime bien utiliser Saint-Algue, ça peut peut-être être bien de lui conseiller d'essayer cette gamme, si jamais. Parce que si on regarde d'autres produits de la marque, donc comme d'habitude, moi je vous conseille, si vous voulez aller tester un petit peu la démarche d'une marque capillaire, allez voir d'abord, mais d'ailleurs c'est la même chose pour des produits de soins, allez voir tous les produits qui sont nourrissants, qui promettent de l'hydratation, vraiment de s'occuper des peaux ou des cheveux secs, des peaux matures, etc. C'est là, dans ces compositions-là, qu'on est le plus à même de trouver tout un tas de choses pas terribles. Par exemple, celui-ci, Sublime Avocat. Pourquoi je clique sur celui-ci? C'est parce que l'huile d'avocat, elle est bien connue d'un point de vue capillaire pour s'adresser aux cheveux qui sont particulièrement secs, qui ont du mal en fait à conserver une fibre capillaire qui soit solide pour contenir l'hydratation. Donc voilà, je sais que ce genre de formule, c'est potentiellement là-dedans que je vais trouver des ingrédients que j'ai pas envie de retrouver. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vois des ingrédients que j'ai pas envie de retrouver, mais si vous voulez, on va mettre ça dans Inky Beauty.
pour voir un peu ce qu'ils en disent. Et ben c'est fantastique, on est sur une note de 0 sur 20. C'est merveilleux, avec 3 produits de pénalité forte. Donc le fameux BHT, un perturbateur endocrinien suspecté, et un conservateur qui est bien connu aussi, le méthylchloroisothiazolinone, qui est ultra controversé lui aussi. 11 pénalités moyennes, 13 pénalités faibles, enfin pour tout vous dire, moi je n'avais jamais vu une note de 0 sur 20 sur Inky. Après, c'est rare que j'aille regarder ce genre de composition parce que en fait je vois directement moi que ça sert à rien d'aller regarder parce que je vois directement qu'il y a des ingrédients que j'ai absolument pas envie de retrouver, donc j'approfondis pas forcément, mais voilà, on retrouve également des ammonium quaternaire, mais ça, je suis pas du tout étonnée, disons, d'en retrouver dans ce genre de composition. C'est aussi ce que je venais vérifier en allant regarder un soin capillaire à l'avocat. C'est ce que je m'attendais à vrai dire à retrouver. Donc voilà, des polymères de synthèse, des silicones, enfin vraiment il y a toute la panoplie. Et finalement il me suffit d'une seule formulation, d'un seul produit qui est une formulation comme ça pour que le partenariat tombe à l'eau. Ces petits mails, comme je l'expliquais, ben voilà, peut-être que la gamme Respect elle est certifiée bio, peut-être que vous avez fait un effort sur cette gamme là, mais moi en attendant je peux pas faire la promotion de cette gamme là en oubliant l'intégralité de la démarche de la marque, c'est pas possible. Ok, allez, une petite dernière. Celle-là, elle est marrante. C'est un partenariat qui m'était proposé avec la marque Boku, B-O-K-U. Je sais pas si vous avez déjà vu passer des publicités. Moi, il me semble que j'en ai déjà eu sur YouTube des publicités Boku. C'est toujours, je ne sais pas qui sont les personnes qui sont dans l'équipe de com, l'équipe publicité ou marketing de Boku, mais je pense que c'est une bonne équipe. C'est toujours très drôle, bien amené, toujours bien fait. C'est une marque qui amène son sujet avec beaucoup d'humour et elle a raison parce que ça pourrait vite être assez glauque finalement, le marketing autour de cette marque-là, puisque c'est une marque qui vient proposer des produits qui s'adaptent sur la cuvette des toilettes. J'adore les vidéos partenariats refusés, vraiment ça me permet tellement de sauter du coq à l'âne et d'aborder tellement de sujets. Est-ce qu'ils expliquent là exactement? Oui. Leur produit best-seller, voilà, enfin moi je ne connaissais que ce produit-là. Un accessoire qui transforme les toilettes classiques en WC japonais en moins de 10 minutes et sans travaux. C'est vraiment un truc que vous installez sur la cuvette de vos toilettes et qui les transforme en fait en toilettes japonaises. Donc plus vous n'avez plus l'usage ensuite de papier toilette, vous avez hop le petit jet d'eau, peut-être même le séchage aussi, je suppose. Je sais pas, attendez, on va aller voir. Pas sûr qu'il y ait le séchage. Donc, en tout cas, il y a des personnes dans notre famille qui utilisent ce système de toilette japonaise depuis plusieurs années, qui adorent, qui reviendraient jamais en arrière à utiliser du papier toilette, qui trouvent que c'est beaucoup plus hygiénique, et c'est certainement vrai. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, sachez que Boku c'est quand même une chouette alternative. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'on économise 80% de papier toilette tous les jours. Donc c'est un argument qui aurait peut-être fait mouche quand, je sais pas, il y a peut-être 8 ou 9 ans, quand j'étais vraiment dans la quête du moindre déchet, d'essayer de limiter réellement mon impact en termes de déchets, d'avoir une poubelle la plus petite possible, etc. Il y a quand même assez longtemps de ça, j'étais vraiment beaucoup dans cette quête-là. Depuis, j'en suis revenue parce que j'ai réalisé en fait quelle était l'échelle des priorités à laquelle il fallait s'attaquer. En réalité, consommer du papier toilette aujourd'hui en 2024, quand on voit les enjeux climatiques actuels, en consommer ou pas du papier toilette, c'est un petit peu dérisoire. Et d'autant plus quand on utilise comme nous du papier toilette qui soit non blanchi au chlore et qui soit recyclé. Enfin, l'impact est quand même très limité et moindre. Je veux dire, ce qui est le plus important de faire aujourd'hui, c'est de limiter, de freiner absolument, brutalement nos émissions de gaz à effet de serre, et pour ça, il y a des actions qui sont beaucoup plus importantes, qui pèsent beaucoup plus que d'autres. Par exemple, arrêter de prendre l'avion.
éviter le plus possible de prendre la voiture ou alors remplir la voiture quand on a besoin de faire des déplacements avec, arrêter ou limiter la consommation de viande, limiter le plus possible l'utilisation de la climatisation ou du chauffage l'hiver, ou en tout cas essayer de rénover sa maison pour qu'elle ne soit pas une casserole thermique, une casserole pour que ce soit pas une passoire thermique. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'actions qui ont un poids immensément plus important que de savoir si on utilise du papier toilette ou non. Vraiment, aujourd'hui, voilà, je suis vraiment passée à autre chose parce que j'ai revu mon sens des priorités. Mais cela dit, si c'est plus plaisant, plus hygiénique, etc., il y a d'autres arguments qui soutiennent l'utilisation de toilettes japonaises. Hein. C'est pas uniquement ce truc du papier toilette. Mais je veux dire, moi, dans ma ligne éditoriale, ça ne ferait pas sens que je parle de ce produit-là, parce qu'en fait finalement ma ligne éditoriale c'est pour essayer de proposer des alternatives qui soient plus éthiques et responsables, et là en l'occurrence le fait de moins utiliser de papier toilette, ça ne fait pas sens, en tout cas pour moi. Voilà, c'était une bonne session de partenariat refusé, j'en ai encore tellement dans cet onglet si vous saviez. Je trouve ça tellement intéressant, ça me donne toujours l'occasion d'aborder des sujets que j'aborderai pas forcément ailleurs. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous auriez fait comme moi, ou si voilà, il y a des marques qui vous intéressaient plus. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, ou de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.